Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors aujourd'hui, je vais vous faire part d'un de mes retours d'expérience. C'est ma première vidange sur une centrale froid. Donc c'est une centrale négative avec des compresseurs à piston et il y a 3 compresseurs à piston. Donc la centrale que l'on voit sur la photo, c'est vraiment la centrale de base dans les supermarchés en France. Comme on peut le voir sur cette photo-là, donc à gauche on a une centrale négative, 3 compresseurs. Par contre celle-là n'a pas de bouteille anti-cul liquide et à droite on a une centrale positive, 4 compresseurs. Donc tous ces compresseurs sont à piston. Donc ça c'est dans un supermarché classique et ça c'est vraiment ce que l'on trouve dans plus de 95% des supermarchés en France. Après dans le reste, dans les 5%, et encore je pense que ça fait au moins que ça, on a les centrales booster. Donc ça court par les rues, il y en a pas beaucoup. Et après vous avez les cascades, donc ça c'est une centrale au CO2 donc subcritique. Et là on peut voir son étage positif là, donc c'est une centrale froid toujours donc pour le froid positif qui a 5 compresseurs. Donc cette centrale fait partie d'une cascade, donc ce qu'on a vu juste avant c'est ça c'est l'étage positif et juste avant on avait vu l'étage négatif, donc une centrale au CO2. Et après le dernier type de centrale que l'on peut trouver, donc ça on le trouve pas dans les supermarchés, on le trouve dans les hypermarchés et d'une certaine taille parce que vous avez des hypermarchés avec des centrales à piston classiques, sauf qu'au lieu d'avoir une centrale positive et une centrale négative, il y a 2 centrales positives et 2 centrales négatives. C'est-à-dire qu'il y aura une centrale pour les linéaires, une centrale pour les chambres froides positives et après il y aura une centrale négative pour les linéaires négatifs et donc les surgés et une centrale négative pour les chambres froides négatives. Et lorsque l'on est dans un hypermarché d'une certaine taille, sur le froid positif, on aura après des centrales à vis. Et c'est pareil suivant la taille de l'hypermarché, et bien il y aura 2 centrales à vis positives, une pour les linéaires et une pour les chambres froides positives. Par contre, sur le négatif, on reste toujours sur du compresseur à piston et toujours pareil, une centrale négative pour les linéaires et une centrale négative pour les chambres froides. Donc sur cette photo, on peut voir une centrale à vis avec 5 compresseurs à vis parce que cette centrale fait partie d'une cascade, c'est-à-dire que sur l'étage négatif on a une centrale au CO2, donc au CO2 subcritique. Sinon la centrale à vis de base en hypermarché c'est 4 compresseurs à vis. Donc je fais un petit point là-dessus parce que lorsqu'on intervient sur des compresseurs à piston, bien c'est pas la même chose lorsqu'on intervient sur des compresseurs à vis. Sur les compresseurs à vis je ne l'ai jamais fait encore. Et aussi lorsque l'on intervient sur une centrale qui est isolée, comme j'ai montré au début. Là, la centrale à gauche c'était une centrale négative et la centrale à droite c'était une centrale positive. Lorsque l'on est sur une centrale positive mais qui fait partie d'une cascade, et bien si on coupe la centrale positive entièrement, obligatoirement l'étage négatif va s'arrêter en sécurité. Donc les procédures d'intervention ne sont pas les mêmes. Bon, je les connais pas encore, mais bon, là, ce que je vais montrer dans cette vidéo-là, c'est la base de la centrale classique, quoi. C'est le standard. Donc, je fais cette petite fiche vidéo parce que je ne l'ai jamais fait et on va voir que au niveau des opérations, il y a beaucoup de manipulations à faire et qu'on est donc sous un équipement sous pression et qu'il faut pas se rater, dans le sens où on a de l'huile sous pression et si les vannes sont mal fermées, etc., on peut se faire vite des projections d'huile, voire se blesser. Donc, comme je le dis sur mes articles de blog, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes sur cette vidéo. Cette vidéo fait pratiquement 1 heure, donc faut pas le perdre de vue. Si jamais vous voyez des erreurs ou si vous voyez qu'il y a des points à améliorer, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est améliorer ma technique de travail, c'est-à-dire utiliser les bonnes méthodes en travaillant le plus efficacement possible et surtout en polluant le moins possible. Parce qu'il y a encore beaucoup de frigoristes qui travaillent à l'ancienne dans la profession. Donc voilà. Sachant qu'à la fin de la vidéo, je fais une synthèse de ce que je montre au niveau des procédures d'intervention sur cette centrale. Donc là, lorsque je fais cette vidéo, on est en 2016. Il y a un nouveau type de centrale qui commence à apparaître dans les supermarchés en France. Donc on va aller voir que dans les supermarchés neufs, c'est-à-dire qui sortent de terre. C'est les centrales booster au CO2. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le CO2 transcritique, donc pour l'étage positif, et toujours le CO2 subcritique pour l'étage négatif. Donc ça, il y en a quelques-unes en France, mais bon, c'est l'avenir. Alors je l'ai pas encore dit, mais avant de faire une vidange d'huile, on fait une analyse d'huile. Bon là c'est une petite centrale, mais l'huile ça coûte cher, en tout cas l'huile frigorifique. Donc on fait une analyse d'huile, et si l'analyse d'huile est pas bonne, ou en tout cas si elle indique qu'il faut changer l'huile, eh bien on change l'huile.
car surtout sur le froid négatif, si l'huile perd ses propriétés, donc il peut y avoir des problèmes au niveau des compresseurs, au niveau de la casse mécanique des compresseurs, mais surtout aussi il peut y avoir des problèmes de retour d'huile. Et comme on l'a vu dans la vidéo du séparateur d'huile, lorsqu'il y a des problèmes de retour d'huile, l'huile ne retourne plus à la centrale et tous les compresseurs se mettent en défaut, en sécurité par manque d'huile. Donc l'huile c'est quelque chose de très important sur les centrales, et lorsque l'on est débutant, comme moi, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender. Au niveau du dépannage, c'est pas évident à visualiser. Donc à noter que cette vidéo est faite dans un milieu très bruyant, une salle de machine avec des compresseurs à piston. Donc si vous entendez mal ma voix, je vous conseille d'écouter cette vidéo avec un casque audio, car moi lorsque je monte mes vidéos, je les fais toujours au casque, et avec un casque, ma voix est parfaitement audible. Donc voilà, donc maintenant on va rentrer dans l'action. Donc là je vais faire la vidange d'huile de cette centrale. C'est ma première vidange d'huile. Donc là je découvre. Donc là on a la vanne d'aspiration. Donc ici là on a un bouchon, il n'y a pas de shredder. Après il n'y a pas de prise. Là il faut en mettre une pour pouvoir brancher son mano sur la BP. Donc là on a ici là, la vanne d'isolement du régulateur d'huile. Donc ici on a le processeur différentiel d'huile, la pompe à huile. Là il y a le shredder sur la pompe à huile, et là on a la vanne de refoulement. Et ici on a l'accès au filtre de la pompe à huile, sur la copine. Donc là c'est bizarre qu'il n'y ait pas de shredder sur la vanne d'aspiration. Car c'est par le biais de cette vanne là qu'on va recharger en huile, qu'on va brancher la pompe à vide. Alors sur cette photo on peut voir un raccord à visser, donc c'est un T. Aux extrémités du T on a ce que l'on appelle des raccords FLAR. Dessus eh bien on branche les flexibles des manos, donc FLAR SAE cylindrique. Et donc sur le T on a un raccord Briggs, qu'on peut appeler aussi donc Briggs NPT conique, donc c'est du mâle. Et cette partie-là donc se visse sur la vanne de service. Donc là pour faire l'étanchéité j'ai mis que du téflon, donc en ruban, sachant que je n'ai qu'un T que je vais utiliser donc pour chaque compresseur, c'est-à-dire qu'à chaque fois je vais le monter et je vais le démonter, et après bien sûr à chaque fois je remettrai le bouchon sur la vanne de service. Mais si j'avais dû placer ce T en définitif, et c'est ce qu'il aurait dû y avoir à mon avis sur ces centrales pour éviter justement de brancher le T là, et bien on peut voir que sur le terrain donc les frigoristes utilisent donc du téflon en ruban, donc l'on met autour du filetage, et de la pâte d'étanchéité du type téflon liquide. Donc on met les deux, donc d'abord le ruban téflon et après la pâte d'étanchéité en téflon liquide, là, donc c'est le tube jaune là. On le visse et on attend que le téflon liquide sèche et puis voilà. Donc moi j'étais avec le collègue là, car moi dans mon camion je n'ai pas ce type de thé, donc FLAR Briggs. Et donc là on peut voir que sans ce thé là, sans ce raccord à visser, il est impossible de faire la vidange de la centrale, car c'est grâce à ce raccord à visser que l'on va pouvoir brancher la pompe à vide pour pouvoir remplir d'huile le carter du compresseur. Donc ça je l'ai mis. Il a tourné là? Ouais, il a tourné là. Tu l'as coupé là? Non, je l'ai pas coupé. Je l'ai coupé tout seul. Ah, tu coupes pas le jus toi? Donc là on fait le premier point. Donc là on est sur une centrale 3 compresseurs. Là on est en train de faire le numéro 1, donc celui-là qui est tout à fait à gauche. La vanne de service était en cale arrière, j'ai enlevé le bouchon et j'ai mis le T pour pouvoir brancher le flexible BP de mon mano. Le compresseur fonctionne. Donc après
la vanne de service, je desserre d'un quart de tour le pressé-toupe et je la mets en cale avant. C'est-à-dire que je bouche la tuyauterie qui est à gauche. C'est-à-dire que j'isole le compresseur du collecteur BP. Le compresseur fonctionne toujours. Le compresseur est en train de vider donc le carter et la partie BP du compresseur pour amener le fluide, les gaz au refoulement. C'est-à-dire que le compresseur va s'arrêter par le biais du BP sécurité. Donc si le BP sécurité est bien réglé, il doit couper aux alentours de 0,2 bar. Donc on contrôle cette valeur avec le mado BP et le compresseur doit s'arrêter. Donc là j'ai fermé ici, j'ai fermé l'huile. Donc maintenant, il faut ouvrir doucement ici. D'accord, le refoulement, tu fermes pas le refoulement. Donc là un autre petit point. Donc là où j'ai mis la flèche, on peut voir la vanne d'isolement du régulateur de niveau d'huile. Donc cette vanne est sur le collecteur d'huile de la centrale. Donc sur ce collecteur, bien sûr, l'huile est sous pression. Donc on a fermé la vanne de service BP du compresseur, donc on a isolé du collecteur BP. Là, je viens de fermer la vanne de service du régulateur de niveau d'huile. Donc là, au niveau de l'huile, on est bien isolé. Donc il reste qu'une seule vanne qui n'est pas encore fermée sur le compresseur, c'est la vanne de refoulement. Donc comme je l'ai dit, en fermant la vanne de service BP du compresseur, le compresseur a dû s'arrêter par le biais du pressostat sécurité BP. Et donc, si la BP ne remonte pas, eh bien ça veut dire que les clapets HP sont étanches. Donc on n'a pas besoin de fermer la vanne de refoulement. Le compresseur est à l'arrêt et on peut continuer la procédure pour vidanger le compresseur. On peut aussi, si l'on veut, couper l'alimentation électrique de ce compresseur-là par le biais du disjoncteur, par sécurité. Ça va, il faut faire attention. Ouais, il faut y aller tout doux là. Il faut fermer, se mettre en face. Et j'ai une projection d'huile avec... Là on est à 0 bar. En principe ça doit pousser un petit peu, non? Donc un autre point. Donc là le carter du compresseur doit être aux alentours de 0,1 0,2 bar. Donc en bas à gauche du compresseur on a un bouchon. Derrière ce bouchon il y a la crépine de la pompe à huile. Et donc c'est par là, donc c'est le point bas, c'est par là que l'on vidange le compresseur. Donc lorsqu'on a un équipement sous pression et qu'on ouvre un bouchon, il y a quelques règles de base de sécurité à respecter. Donc c'est déjà ne jamais être en face de ce bouchon. C'est-à-dire que s'il cède, c'est-à-dire que quand vous allez le dévisser, à un moment donné, il n'y aura plus de filetage. Donc, si jamais il y a de la pression, eh bien, ça va partir dans l'axe de dévissage. Donc, il y a un risque de le prendre dans la gueule. Donc, ça peut être dangereux. Donc, il faut jamais rester en face de ce genre de projectile. Et après, bon, il y a un truc qui a pas été fait dans la vidéo, mais que l'on voit en maintenance industrielle, c'est que souvent, on met un chiffon autour de la vis pour éviter les projections d'huile s'il y a des projections. Donc en principe, il ne doit pas y en avoir, mais comme j'ai déjà dit, par sécurité, des fois, on croit qu'il n'y a plus de pression, en tout cas très peu de pression, puis arrêter, et il y en a beaucoup plus. Donc là, on dévisse le bouchon très progressivement, bien sûr, avec un seau pour récupérer l'huile du compresseur. On peut dire que c'est une phase délicate de l'intervention, voire dangereuse, si c'est toujours sous pression. Là, tu as récupéré le ressort. Il y a la crépine devant. Voilà. Comment ça se fait?
Elle est propre? Ouais, c'est dedans. Là, en principe, il y a un joint. Et il est plus. Donc là, comme on a pu le voir, on a enlevé le bouchon, on a enlevé le ressort, on a enlevé la crépine. Donc là, ce que l'on ne voit pas encore sur le premier compresseur, mais on va le voir après, on a enlevé le porte-crépine. Donc là, on l'a pas enlevé. Voilà, donc comme je l'ai dit, en principe, lorsque l'on met un bouchon, ben, il faut un joint, et ce joint-là, donc, c'est un joint en cuivre, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc là, il n'y a pas de joint, mais en serrant, normalement, il n'y a pas de fuite. Quand je vois ça, ça me fait penser au niveau des bouteilles de fuite frigorigène, lorsque vous mettez votre raccord, et bien souvent, sur les raccords, il n'y a plus de joint, et lorsque l'on serre très fort le raccord, et bien, il y a quand même l'étanchéité, même si c'est toujours mieux de mettre un joint. Mais encore, faut-il l'avoir. Donc à noter, lorsque toute l'huile est tombée donc par gravité dans le seau, hein, on peut, donc certains frigoristes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remettre le bouchon et remettre sous pression le carter BP pour que la pression pousse l'huile qui resterait dans le carter du compresseur. Donc il faut savoir qu'il est interdit de rejeter de manière volontaire du fluide frigorigène à l'atmosphère. Donc ça, c'est une opération qui, si elle doit être faite, doit être faite avec de l'azote. Donc il existe des petites bouteilles d'azote, hein, comme il existe des petits chalumeaux. Hein, donc pour le dépannage, on a des petits chalumeaux, on n'a pas le gros chalumeau de chantier. Donc c'est pareil pour l'azote, hein, il y a des grosses bouteilles d'azote. Mais il y a aussi des toutes petites bouteilles d'azote et c'est ce qu'il faudrait pour ce type d'intervention-là. Donc sachant que si vous mettez un petit peu d'azote, hein, donc c'est 0,5 bar, après à l'ouverture du bouchon, eh bien il faut y aller très progressivement parce que là l'huile va s'écouler et si on l'ouvre trop vite, l'huile va gicler de partout. Donc en ce qui me concerne, le jour où je devrais faire cette opération-là, si j'ai pas d'azote, parce que bon, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est difficile d'avoir du matériel dans les entreprises, hein, c'est très difficile, en tout cas en 2016. Donc si j'ai pas ce qu'il faut pour faire le boulot, c'est pas compliqué, je ferai juste ce qu'on a pu voir dans la vidéo, c'est-à-dire écoulement par gravité. Et dès que ça coule plus, basta, je referme et puis voilà, je continue la procédure. Le compresseur est vide, c'est son huile. Donc là le flexible ils ont l'air d'être plus étanches parce qu'ils sont graisseux, donc il faut les changer aussi. Il faut les savoir. C'est une autre crépine ça? Non? Non, c'est la copine rentre dedans. Quoi. Ouais d'accord, c'est pour pas qu'elle se barre à l'intérieur du carter. Non, c'est pas séparé, ça c'est pas le lait. Non mais ça retient la crépine ça peut-être, non? La copine rentre dedans. D'accord. Bon, c'est ça. On va passer du temps à faire ça. Ok. Ça, tu remets en place. Il ne faut pas oublier le ressort. Ça doit être... Tu peux enlever? Tu peux enlever, tu peux le plier dans le... Donc là, mon seau est rempli d'huile et ce seau, je vais le vider dans ce bidon-là. Donc il faut savoir que ces petits seaux, vous pouvez les trouver dans les supermarchés, au rayon traiteur, charcuterie. Donc là, il faut demander à la personne qui s'occupe de ces rayons-là. Hein.
Et après, ces bidons-là, donc vous les trouvez souvent donc dans les entreprises, ce sont des bidons de glycol vides. Donc si vous avez des réseaux glycolés, eh bien vous récupérez les bidons vides. Donc ça, c'est un bidon de 20 litres et vous vous en servez comme contenant pour mettre l'huile. Sachant que un compresseur, d'après ce que j'ai pu comprendre, peut contenir jusqu'à 5 litres d'huile. Donc 3 compresseurs, ça fait 15 litres d'huile, plus le bouteillon, il y a au moins 5 litres. Donc en gros, sur une centrale comme celle-là, 3 compresseurs, on peut pratiquement récupérer 20 litres d'huile. Bon, ça n'a pas été le cas, on en a récupéré beaucoup moins. Mais par contre, on a amené un bidon de 20 litres d'huile neuve. Voilà. Sachant que ce bidon, après, il est ramené à l'entreprise et il est vidé dans un gros bac. Et ce bac, après, est récupéré par une entreprise spécialisée et cette huile va dans une filière de destruction des déchets. Après, je sais pas ce qu'ils en font. Donc on peut le voir, l'huile, bon, c'est crade, hein. Il faut des chiffons, il faut du papier, il faut de l'absorbant comme de la sueur ou comme dans ma vidéo où j'ai démonté le séparateur d'huile, de la litière pour chat, par exemple. Et en principe, tous les déchets, même les chiffons, doivent être récupérés pour être traités donc par la filière de destruction des déchets. Donc là, on va continuer la procédure. Maintenant qu'on a remis le porte-crépine, la crépine, le ressort et le bouchon. Donc le bouchon magnétique, il faut le nettoyer, hein. C'est-à-dire que dans le bouchon, il y a un aimant et cet aimant retient limailles. Tout ce qui est métallique dessus, quoi. Donc maintenant il va falloir re-remplir le carter du compresseur d'huile ainsi que le régulateur de niveau d'huile. Bon, ça tu le laisses. Oh, regarde. Ouais, donc là tu branches là dans le bidon d'huile. Maintenant ici là-bas on tire au vide. On tire au vide. Là c'est fermé là. Là il faut ouvrir. D'accord. On tire au vide là-bas il faut ouvrir. Non, on laisse comme ça. Donc sur la photo on peut voir le compresseur numéro 1. Et on peut voir que la flèche pointe sur le flexible. Ce flexible va, on le voit, en haut du pressostat différentiel d'huile et va sur le carter du compresseur en bas. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est dévisser le tuyau au niveau du carter du compresseur. Donc c'est un raccord flare. Et à la place, on va mettre un flexible. Souvent c'est un vieux flexible qui va aller du carter du compresseur dans le bidon d'huile neuve. Donc ici c'est une centrale négative, on va utiliser de l'article 22cc. La même que j'ai utilisée pour la vidéo sur le séparateur d'huile lorsque je l'ai démonté. Qui est la vidéo froid 244. Donc on a toujours les manos qui sont branchés donc sur la vanne de service BP. Et on va utiliser le flexible de service, donc celui du milieu. On va le brancher sur la pompe à vide. Et on va mettre en marche la pompe à vide. Donc en tirant au vide le carter du compresseur, eh bien le flexible qui est dans l'huile, eh bien dans ce flexible là, l'huile va monter dans le carter du compresseur. Bon, c'est le phénomène de la paille, hein. Quand vous mettez une paille, vous aspirez, ben l'eau monte, et ben là c'est la même chose, sauf que l'aspiration se fait donc par une pompe à vide et la paille c'est le flexible qui est dans le bidon d'huile. Donc après on va le voir, la pompe à vide fonctionne jusqu'à temps que le régulateur de niveau d'huile soit plein aux 3/4. Après on arrête la pompe à vide. Alors une fois que le niveau d'huile est correct dans le régulateur de niveau d'huile, donc sur la photo là c'est pas le cas, et bien donc on éteint la pompe à vide et on remonte le flexible qui va du pressostat différentiel d'huile donc au carter du compresseur. Et après, on tire au vide le compresseur. Flexible, ça c'est le BP ça, pressostat d'huile. Et donc là on tire au vide le compresseur. Ouais. Donc là on a mis en cale arrière tout. Là on a relevé le bouchon. Voilà. Donc là on va faire la même chose pour les 3 compresseurs. Donc le tirage au vide est effectué, donc là après on met la vanne de service donc de la BP en cale arrière et après donc j'enlève mon thé et je remets le bouchon avec du téflon. Le compresseur reste à l'arrêt, la vanne d'isolement du régulateur d'huile reste fermée et on passe au compresseur numéro 2. Donc ça c'est la méthode qu'utilise le collègue qui me montre comment on fait la vidange d'une centrale. Donc on fait les mêmes étapes sur le compresseur numéro 2 que l'on a fait sur le compresseur numéro 1. Le truc, ça c'est là-dedans que va la crépine, ça va à l'intérieur, après dedans il y a le filtre. Et c'est quand on enlève ça qu'on a toute l'huile qui s'en va là. Pour que l'huile coule comme ça, il faut enlever ça. C'est normal parce que c'est les lèvres là qui gênent. Ouais, c'est les lèvres. Donc là, ici, il manque le gros ressort. Si, le ressort il est là. Il est pas plus gros que ça, le ressort? Hein? Il semblait que le ressort était plus gros que ça. Non.
L'aimant retient la limaille de fer. D'accord. Il faut bien le nettoyer ça. Sur le bouchon il est aimanté au bout. Donc là on tourne que sur un compresseur. Là. Là on va sur le manuel là-bas. On va après. Donc le manuel est branché sur le BP, le bleu sur le BP, le B sur la vis et l'huile. Là on est bon. Donc là on a tiré au vide. Les vannes elles sont toujours fermées, hein, les vannes des. Oui, mais ça à la fin, quand on a fini, on ouvre les vannes. D'accord. Donc là, on a fait la vidange du compresseur numéro 1. Compresseur numéro 1 qui est toujours désactivé, il est à l'arrêt. On a fait la vidange du compresseur numéro 2. Compresseur numéro 2 qui est toujours à l'arrêt. On a le compresseur numéro 3 qui tourne actuellement. Et donc maintenant, on va faire la vidange du bouteillon, c'est-à-dire la vidange du réservoir d'huile et du séparateur d'huile, en tout cas l'huile qu'il y a dans le fond du séparateur. Et une fois que la vidange du réservoir d'huile sera faite, eh bien on passera au compresseur numéro 3, donc on le fera en dernier. Donc là, d'accord, donc là on fait le bouteillon là. Ok, donc là j'ai fermé la vanne du clapet taré, vanne d'huile. Là il a fermé là, cette vanne là. Ça vient du séparateur d'huile ça. Ouais. Ok. Donc là sur la photo on peut voir le bouteillon. Donc sur le bouteillon il y a une vanne de service qui est en haut et une vanne de service qui est en bas. Donc sur la vanne du haut, il y a le flexible qui vient du séparateur d'huile. Donc cette vanne de service est en cale avant, car sur le séparateur d'huile, on est sur la HP. Donc lorsque la vanne est en cale avant, eh bien le séparateur d'huile ne peut plus injecter d'huile dans le bouteillon. Après, sous le bouteillon, sur la vanne de service, donc en principe la vanne est en cale arrière. Donc cette vanne de service sous le bouteillon a un flexible qui va sur le collecteur d'huile, ce qui permet d'alimenter les régulateurs de niveau d'huile. Donc après, il ne faut pas oublier la vanne d'isolement du clapet taré. Donc sur le collecteur BP, il y a une vanne d'isolement. De cette vanne d'isolement, un flexible va jusqu'au clapet taré qui est au-dessus du bouteillon. Et donc cette vanne-là est fermée. On branche un flexible sur la prise de service de la vanne qu'il y a sous le bouteillon. Et ce flexible, on le met dans un bidon. Donc c'est le bidon où l'huile usagée va se trouver. Et donc on ouvre cette vanne de service-là. Et on va pouvoir observer que l'huile va s'écouler. Donc par gravité, mais aussi il y a un peu de pression au-dessus du bouteillon. Donc comme j'ai déjà dit, la pression au-dessus du bouteillon est de 1,4 bar supérieure à la BP. Donc si la BP est à 1 bar, eh bien dans le bouteillon on aura 2,4 bars. Donc une fois que le bouteillon est complètement vide, eh bien on pourra le re-remplir d'huile neuve. Donc là, ok, là on est bon. Passe-moi le bidon là-bas, carrément. Enlève ça, s'il te plaît. Donc ok, donc là on purge le... Ça coule. Ça coule bien là. Donc là on vide le bouteillon. Donc là le compresseur il tourne mais avec l'huile qui lui reste dans le régulateur de niveau d'huile, c'est ça? Ouais. Pour ça, tu as toujours un compresseur qui tourne. Ouais. Ça fait 5 litres? Non, plus que ça, non? Ça fait peut-être en litres, c'est ça, non? Le séparateur d'huile, tu le démontes pas, lui, hein? Non, je ne démonte pas. Ça t'est déjà arrivé de le démonter? Ouais. Mais là, on n'a pas prévu les joints et tout ça. Oui, non, mais je veux dire, en principe, on le fait pas, le séparateur d'huile. On le fait pas, sauf s'il y a vraiment suffit de retour d'huile. Mais bon, là, pour le moment, non. On n'a pas entendu parler, je sais pas. D'accord. Donc, quand on ne sait pas, on le fait pas. Parce que ce que j'avais fait, moi, là, sur l'autre site, là, démonter le séparateur d'huile pour déboucher la merde qu'il y avait dans l'injecteur. Oui, parce que là, vous avez un problème de retour d'huile. Ouais. Mais ici, on n'a pas. Mais comme tu dis, là, si t'as pas le joint, c'est dans la merde. Hein. Ah oui, c'est pour ça. Parce que quand tu le démontes, le joint, il se pète. Donc c'est pour ça que je préfère pas démonter. Ah mais non, mais je suis d'accord. Hein. Non mais c'est pour te poser la question. Parce que si le joint pète, tu vas aller à l'agence, tu te fais récupérer du joint s'il y en a ou... Non, il faut avoir du joint ici. Une pièce s'il te plaît parce que je vais ouvrir un peu là-haut là. Donc on peut voir que l'huile s'écoule, donc parce que le bouteillon est un peu sous pression. Donc après on a de l'huile qu'il y a dans le séparateur d'huile.
Donc en ouvrant légèrement la vanne de service du flexible du séparateur d'huile, et bien donc on a la HP du séparateur d'huile. Si le niveau d'huile soulève le flotteur qui pousse l'huile, et donc le séparateur d'huile se vide, et lorsque le séparateur d'huile et donc le flotteur du séparateur d'huile fermera l'orifice donc en bas du séparateur d'huile qui permet à l'huile de passer du séparateur d'huile à la vanne de service qui est en haut du bouteillon. Là ça coule là. Donc là t'as remis un peu de pression là. Là t'as remis un peu de pression là. Il y a du gaz ou encore de l'huile? Non, il y a encore de l'huile là. Tu vois là? Je vais faire un peu là. Il faut mettre la pression. Il faut mettre des identifiés là, le reste de l'huile qu'il y a dans le séparateur. D'accord. Quand le niveau baisse à peu près là. Là, tu vois? Là, il y a que... baisse, j'ouvre un peu. Là, il n'y a plus d'huile là. Là, il n'y a que du gaz. Il n'y a que du gaz là. Donc là, tu prends, je ferme là. Oh, hein, parce que là, on voit qu'il y a encore de l'huile là. Non, il n'y a plus d'huile là. Ah ouais, c'est le voyant qui est trompeur ça. Donc là maintenant on va recharger en huile le bouteillon, donc il y a deux méthodes. La méthode en divisant la vanne de service, donc il est en haut du bouteillon, c'est-à-dire que on remplit le bouteillon par le biais d'un entonnoir. Et l'autre méthode qui consiste à remplir le bouteillon par le biais donc de la pompe à vide. C'est-à-dire que la pompe à vide est branchée donc en haut du bouteillon par le biais de la vanne de service, là, par la prise de pression, et en bas le flexible donc va sur la prise de pression aussi de la vanne de service et va directement dans le bidon d'huile. On va ouvrir là. Faire attention là. Ça c'est pour le charger en huile? Ouais. La pompe à vide c'est trop lent ou quoi? Fais-moi ça s'il te plaît là, parce que là... Ouais mais il faut que tu aies ta main là. Mettre de l'huile mais il faut que je te le tienne. On va mettre de l'huile par l'entonnoir. Parce que sinon, ça gicle. Là il n'y a pas de prise d'air là. Là il y a une prise d'air. Sinon ça fait glou-glou, ça gicle. Donc là tu fermes là? Ouais, je ferme ça. Bah tu mets en cale arrière là. J'ai envie de tirer au vide là-haut. Ah tu veux le charger avec le flexible? Ouais. Parce que là, c'est chiant à verser ça va partout quoi. D'accord, donc là tu vas le faire tirage au vide. Donc comme on peut le voir, il ne met pas la vanne en cale arrière mais en cale avant, c'est-à-dire qu'il bouche le flexible qui va sur le collecteur d'huile. Ça permet de mettre le flexible jaune donc sur la prise de pression là et de le mettre directement dans le bidon d'huile. Donc il faut qu'on remette ça alors. Là c'est pomme de l'entonnoir, c'est que tu peux en mettre partout. Hein. Regarde-moi ça. C'est flexible là, j'ai envie de remplacer ça. Regarde. Bon, on fait d'abord ça, on verra ça. Donc là tu vas mettre le flexible. Donc là tu réactives le compresseur 2. Tu veux que je le fasse? Non, c'est bon. Là tu le mets la vanne en cale arrière là. Ouais. Comme ça je vais pouvoir enlever ça. Et mettre le bouchon. Après il faut pas oublier de serrer, de passer le coupe hein. Oui, mais je sais. Là-bas, tu l'as serré là-bas? Non, c'est pas serré, c'est pas moi qui ai mis C'est pas moi qui ai mis le bouchon là-bas. Tiens. Mais je vais le faire là. Vas-y. Comme ça. Donc à la base, on était parti pour recharger en huile le bouteillon par le haut en enlevant la vanne de service. Et puis on s'est rendu compte que la méthode la plus facile en réalité c'est par tirage au vide, hein, donc avec la pompe à vide, parce que le bidon d'huile est quand même relativement lourd. Et c'est vrai que comme je l'ai dit là, lorsque l'entonnoir est mal mis, et bien donc s'il n'y a pas de prise d'air, ça fait des bulles d'air qui viennent donc du bouteillon quand l'huile coule et ça fait des projections d'huile un peu partout. Donc c'est un peu donc on en met partout. Donc c'est vrai que là c'est la méthode par tirage au vide, c'est la méthode la plus propre. Là, ça j'ai mis en cale arrière donc je l'enlève. Donc le mieux c'est de le laisser. Hein. Mais là j'ai fait celui-là. Il y a
après là je vais remettre le bouchon avec du téflon. Là tu as fermé ici là. D'accord? Là tu as mis le flexible à la pompe à vide. Là tu as ouvert ici là. Quoi, tu as fermé là au séparateur et là tu tires, tu aspires l'huile là. Là tu aspires l'huile. Ouais, on l'entend, ouais. Et là tu vas le remplir jusqu'à ici alors. Oh ouais, à peu près. Ok. Je voulais voir ce flexible là. Il va où là lui? Celui-là là? Celui-là là? Il va sous le séparateur d'huile. Donc celui-là il est fermé. Celui-là il va sous le séparateur d'huile. Et celui-là il y a de la pression encore devant. Alors pendant que le bouteillon se remplit, eh bien on change le filtre à huile. Ce filtre à huile, comme on peut le voir, il est sur le collecteur d'huile de la centrale. On peut voir juste à droite, là, il y a une vanne d'isolement, d'un des régulateurs de niveau d'huile. Donc avant de changer le filtre à huile, il faut pas oublier que le compresseur numéro 3 tourne toujours. Donc là on peut voir le filtre à huile, on peut voir à droite le collecteur d'huile de la centrale et à gauche que le flexible a été enlevé et que de l'huile coule un peu dans le seau. Donc avant de toucher à ce flexible là, il faut fermer la vanne d'isolement du régulateur d'huile du compresseur numéro 3 car comme je l'ai déjà dit, le compresseur numéro 3 tourne. Donc si la vanne reste ouverte au niveau du collecteur d'huile, donc si le régulateur s'ouvre, eh bien on sera au niveau de la BP du compresseur, donc ça risque de gicler de partout. Donc il ne faut pas oublier de fermer cette vanne. D'ailleurs une petite remarque, à chaque fois qu'on veut ouvrir un circuit, il faut toujours se poser la question de l'état des vannes et savoir si on est bien isolé ou pas, donc par rapport à l'HP et à la BP. Donc là, si on enlève le flexible sans isoler le régulateur du niveau d'huile du compresseur 3, ben, ça risque de gicler de partout. Donc il faut pas oublier de fermer cette vanne. Après, comme toujours, on dévisse progressivement, donc de l'huile doit couler et après l'écoulement doit s'arrêter, donc ça veut dire qu'on a cassé la pression et que l'on est bien isolé du compresseur numéro 3. Et après on peut enlever le flexible. D'accord. Donc là on fait le filtre à huile, ok. Alors le bouteillon est rempli en huile, donc la vanne de service qui est sous le bouteillon est mise en cale arrière. Le bouchon de la prise de pression est fermé comme on peut le voir. D'ailleurs on voit que le flexible va directement au filtre à huile. Et donc là on va tirer au vide le bouteillon avant de mettre la vanne de service en haut du bouteillon en cale arrière. Donc là on a fermé la vanne de service sous le bouteillon en cale arrière. Et là on est en train de tirer au vide par le haut. Ouais, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc là tu avais desserré le poisson-tout ou pas? Ouais. Oui, je le fais. Toujours. Voilà, moi j'ai changé le filtre à huile en ne plantant pas de sens au niveau de la pêche. Ça c'est bon. Bon, ça c'est bon. Là le flexible là, il est mort là, il faudra le changer, il n'a pas d'assez long. Ça. Donc là on cale l'arrière pour enlever le flexible. Donc là on vient de finir le tirage au vide sur le bouteillon, donc le réservoir d'huile. Donc là on peut voir qu'une fois que le tirage au vide est terminé, eh bien la vanne quart de tour du flexible BP est fermée. Et après on passe la vanne de service qu'il y a en haut du bouteillon. Donc c'est le flexible
qui est dessus, eh bien, il vient du séparateur d'huile, eh bien, on la met en cale arrière. Donc, il faut pas oublier de fermer le flexible BP, là, la 20 quarts de tour, car le séparateur d'huile, probablement que son niveau est assez haut, donc l'huile soulève le flotteur et qu'à l'ouverture, à la mise en cale arrière de cette vanne de service, de l'huile risque d'être injectée dans le bouteillon. Si la 20 quarts de tour du flexible n'est pas fermée, ça risque d'en renvoyer de l'huile sous pression sur la pompe à vide. Parce que le compresseur numéro 3 tourne toujours. Donc faisons le point. Alors on a fait la vidange du compresseur numéro 1, on a fait la vidange du compresseur numéro 2. Les deux compresseurs sont toujours à l'arrêt. Les vannes de service au niveau de l'aspiration sont en cale arrière, donc le compresseur à ce niveau-là est pas à partir. Les vannes d'isolement des régulateurs niveau d'huile sont toujours fermées. Donc après on a vidangé le bouteillon et on a vidangé le séparateur d'huile. Alors le bouteillon a été re-rempli en huile, bien sûr comme les compresseurs 1 et 2. Et là on va faire le compresseur numéro 3. Donc c'est la même procédure que pour le 1. On ferme la vanne de service BP et le compresseur doit s'arrêter par le biais du BP sécurité. Et donc pendant la vidange du compresseur numéro 3, tous les compresseurs sont arrêtés. La centrale est complètement arrêtée. Donc après le but c'est d'aller le plus vite possible, hein, mais bon après on peut arrêter un compresseur, on peut arrêter une centrale 30 minutes. Donc là l'intervention elle a été faite assez rapidement en un quart d'heure pour ce compresseur là. Mais après comme on a pu le voir sur la vidéo du séparateur d'huile où j'ai eu mes problèmes de retour d'huile. Donc la vidéo froid 244 où on avait éteint la centrale négative pendant plus d'1 heure. Un chiffon pour pas que ça gicle de partout. Donc là on enlève le ressort, on enlève la crépine, le filtre, et après on enlève, donc là c'est le filtre, la pompe à huile. Et après on va enlever ce qui retient l'huile là. C'est le porte-filtre, je vais appeler ça comme ça. Voilà. Ah, t'as pas remis en marche les autres. C'est chaud, hein? Donc lui, après, il est récupéré. La dernière, il faut faire rapidement, rapide. Je comprends pourquoi on a fait ça avant. Ouais, je comprends maintenant. Pour toutes les vannes et voilà. Ouais, je comprends. Maintenant, c'est pour repartir. Mais t'aurais pu faire repartir le 1 et le 2 et le... On le laisse comme ça. Parce que tu m'as dit que ça pouvait tourner sans séparateur d'huile. Oui, mais même quand on peut, on laisse pas tourner et on arrête. Hein. Ça c'est pour le recharger. Tu remets la dernière qui est derrière. Tu remets la crépine? Ouais. Allez. Donc la vidange du compresseur 3 est terminée. Donc on rouvre toutes les vannes qui étaient encore fermées, dont les vannes d'isolement des régulateurs de niveau d'huile. Et on remet en marche les compresseurs, c'est-à-dire que si on les a disjonctés à l'armoire, et ben on remet les disjoncteurs dans leur bonne position. Donc après, réouverture des vannes, toutes les vannes. Donc bientôt on a tiré au vide le dernier compresseur. Et après, on redémarre les compresseurs. Donc maintenant je vais faire une synthèse de cette intervention et je vais la faire par le biais d'une minmap. Alors je rajoute une petite précision, hein, sur la minmap il y a des fautes, hein, comme par exemple sur le Mosso. Bon c'est marrant, hein, je l'ai vu au montage. Mais bon, comme mon temps est limité, que les vidéos en plus sont gratuites, donc je me prends pas la tête là-dessus, j'avance. Alors voici un récapitulatif de la vidéo, donc une synthèse. Donc j'ai fait une minmap, donc on peut le voir là, froid 250, vidange centrale négative, 3 compresseurs, donc au R404A. Alors j'ai décomposé ça en deux très grands chapitres, base centrale et procédure. Donc déjà, avant de détailler la procédure, il faut savoir que sur cette centrale, il y a 3 compresseurs, un bouteillon, donc le réservoir d'huile et un séparateur d'huile. Donc il faut savoir que sur chaque compresseur, il y a donc une vanne d'aspiration et une vanne de refoulement. Donc la vanne de refoulement, je ne l'ai pas marquée car dans la procédure, je m'en suis pas servi. Je ne l'ai pas manipulée. Donc sur cette vanne d'aspiration là, on peut voir qu'elle est très grosse et que j'ai besoin d'un raccord parce qu'il y a un bouchon. Donc le but du raccord, c'est de
pouvoir brancher le flexible BP du manifold. Et donc tout ça c'est pour pouvoir brancher la pompe à vide pour remplir le carter du compresseur d'huile. Donc après sur chaque compresseur donc il y a un régulateur de niveau d'huile, et donc ce régulateur de niveau d'huile il y a un flexible qui va sur le collecteur d'huile, et sur le collecteur d'huile il y a une vanne d'isolement du régulateur d'huile. Et donc après l'accès au filtre de la pompe à huile se fait en bas à gauche du compresseur par le biais du bouchon qu'il faut enlever, quoi. Donc ce bouchon a une tête hexagonale comme si c'était une grosse vis. Et donc après on a le bouteillon et le séparateur d'huile. Donc sur le bouteillon on a le clapet différentiel terrestre de 1,4 bar. Donc c'est ce qui ressemble, donc c'est en laiton, c'est ce qui ressemble à un rectangle. Donc de ce rectangle on voit qu'il y a un flexible qui sort, et donc ce flexible va sur les collecteurs BP, et donc sur ce flexible, donc au niveau du collecteur BP il y a une vanne d'isolement. Après on a la vanne d'isolement en haut du bouteillon. Donc c'est le flexible qui vient du séparateur d'huile. Donc le séparateur d'huile sépare l'huile des vapeurs HP. Donc les vapeurs HP partent dans le condenseur, et donc l'huile par gravité tombe au fond du séparateur d'huile, et un système de flotteur fait que quand le niveau monte, le flotteur soulève un point de taux et l'huile est injectée dans cette canalisation, et c'est la HP qui pousse, et ça pousse l'huile dans le bouteillon, c'est-à-dire que l'huile va du séparateur d'huile et par le biais du flexible va jusque dans le réservoir d'huile, c'est-à-dire le bouteillon. Donc après en bas on a la vanne d'isolement en bas du bouteillon, donc c'est le flexible qui va au filtre à huile et qui alimente le collecteur d'huile, et ce collecteur d'huile alimente les 3 régulateurs de niveau d'huile des 3 compresseurs. Donc ça c'est les bases pour comprendre la procédure au niveau des vannes. Donc ici la vanne de refoulement compresseur n'a pas été manipulée car les clapets HP sont étanches. Donc la procédure, on peut voir que dans ce cas-là on fait d'abord le compresseur 1, le compresseur 2, après on fait le bouteillon, le séparateur d'huile, le compresseur 3, et donc à la fin la remise en service de la centrale. On commence par le compresseur 1, donc branchement du mano BP sur la vanne de service BP, bien sûr en mettant le T, hein, parce que comme on a pu le voir il n'y avait pas de T de raccordement. Mise en cale avant de la vanne de service BP, le compresseur fonctionne et s'arrête par le biais du pressostat BP CQ, donc il tire au vide son carter. Donc fermeture de la vanne d'alimentation du régulateur de niveau d'huile, contrôle sur le mano BP de l'étanchéité des clapets HP avant ouverture du bouchon du filtre à huile, donc si la BP ne remonte pas, eh bien c'est qu'on est bien. Ouverture du bouchon du carter d'huile, donc de manière progressive, hein, car c'est une opération qui est potentiellement dangereuse, hein, parce qu'on est sur un équipement qui est à la base qui a été sous pression, donc il faut se méfier. L'ouverture se fait très progressivement pour éviter les projections d'huile si jamais il reste de la pression au cas où. Donc récupération de l'huile dans un seau, l'huile que l'on peut canaliser avec une bouteille coupée du carter d'huile au seau, comme on a pu le voir sur la vidéo. On se fait un système pour transférer l'huile du compresseur au récipient. Donc un compresseur peut contenir en tout cas cela jusqu'à 5 litres d'huile au niveau du carter, et le seau sera vidé dans un bidon de 20 litres. Donc il ne faut surtout pas oublier d'amener un bidon lorsque l'on fait ce type d'opération là pour pouvoir évacuer l'huile. Enlever le bouchon, donc qui est en bas à gauche du compresseur. Donc en enlevant le bouchon, après on enlève le ressort, on enlève la crépine et on enlève le support de crépine. Donc l'huile coule à flot. Quand ça s'arrête, donc après bon c'est pas indispensable, mais mettre un peu de pression dans le carter du compresseur pour enlever le reste de l'huile, donc avec de l'azote. Rouvrir le bouchon progressivement, l'huile coule. Donc lorsque l'huile a fini de couler, donc l'écoulement se fait par gravité, remettre le support de crépine, remettre la crépine à l'intérieur, remettre le ressort et remettre le bouchon magnétique. Donc bien sûr après avoir nettoyé ces 3 éléments, dont le bouchon magnétique, hein, donc il peut y avoir de la limaille de fer dessus, quoi, des éléments métalliques à enlever. Donc après il faut débrancher le flexible du pressostat différentiel manque d'huile du carter du compresseur, y brancher un flexible qui va dans le bidon d'huile, donc du carter de compresseur jusque dans le bidon d'huile. Donc l'huile sur ce type de fluide, donc c'est du R404A, c'est de l'Arctic 22C. Le flexible de service du manifold va sur la pompe à vide, sachant que le flexible BP est raccordé sur la vanne BP. Donc après on met en marche la pompe à vide, ce qui a pour conséquence eh bien d'aspirer l'huile du bidon, et l'huile va dans le carter du compresseur. Donc surveiller le remplissage du régulateur de niveau d'huile, donc on remplit jusqu'aux 3/4. Quand c'est fait, donc arrêter le tirage au vide. On peut aussi fermer la vanne du flexible BP, hein, du manifold, remettre le flexible du pressostat BP sur le carter du compresseur, mettre la vanne d'aspiration en cale arrière pour pouvoir enlever l'embout, et dans ce cas-là remettre le bouchon sur la vanne de service, donc bouchon avec lequel on mettra un petit peu de téflon en ruban. La vanne d'alimentation nue du régulateur du niveau d'huile reste fermée, elle sera ouverte à la fin, c'est-à-dire que quand tous les compresseurs et le bouteillon auront été traités, qu'après on passe au compresseur 2. Alors le compresseur 2, donc c'est la même procédure que le compresseur 1. Une fois que le compresseur 2 est traité, on passe au bouteillon, au séparateur d'huile. Donc le bouteillon,
bouteillon et le séparateur d'huile. Donc on met la vanne sur le bouteillon dont le flexible vient du séparateur d'huile en cale avant, donc on bouche le flexible qui vient donc du séparateur d'huile. Fermeture de la vanne d'isolement du clapet taré qui est sur le collecteur BP. Branchement du flexible sur la vanne de service sous le bouteillon pour pouvoir le vider. Le flexible va directement dans le bidon qui sert à récupérer l'huile usagée. Mettre cette vanne de service en cale de lecture, donc ça c'est pour ouvrir l'orifice donc là où il y a le flexible. Donc le bouteillon est en légère surpression, ce qui évacue l'huile plus vite. Donc une fois que l'huile ne coule plus de ce flexible là qui est sous le bouteillon, ouvrir légèrement la vanne de service au-dessus du bouteillon, donc c'est la vanne où le flexible vient du séparateur d'huile. Donc l'huile qui vient du séparateur s'évacue, dès qu'il n'y a plus d'huile qui coule, la vapeur arrive, on ferme la vanne, donc la remettre en cale avant. Pour remplir le bouteillon, mise en place d'un flexible sous le bouteillon qui va dans le bidon d'huile neuve. Donc après le branchement de la pompe à vide sur la vanne de service en haut du bouteillon, donc sur la prise de pression. Donc mise en marche de la pompe à vide, donc ce qui a pour conséquence d'aspirer l'huile dans le bidon d'huile neuve, et remplissage du réservoir d'huile jusqu'au voyant du haut. Donc comme le remplissage du réservoir d'huile prend un certain temps, en attendant on remplace le filtre à huile. Donc le remplacement du filtre à huile, donc il ne faut pas oublier de fermer la vanne d'isolement du régulateur niveau d'huile du compresseur numéro 3 avant de changer le filtre à huile, car comme on peut le voir dans la vidéo il tourne, et attention au sens de la flèche du filtre à huile, c'est-à-dire que la flèche doit aller donc au niveau de sa direction vers le collecteur d'huile des 3 régulateurs de niveau d'huile. Une fois que tout ça c'est fait, la vanne de service est toujours en cale de lecture. Donc après, ne pas oublier que lorsque le niveau d'huile est correct, et bien de mettre la vanne de service en cale arrière et d'éteindre la pompe à vide. Donc je parle de la vanne de service où le flexible va dans le bidon d'huile neuve. Donc après, tirage au vide du bouteillon. Alors mise en cale de lecture de la vanne de service en haut du bouteillon, flexible qui va au séparateur d'huile. Donc après, en réalité, on continue toujours le tirage au vide, sauf que comme la vanne en bas est fermée, là, on va vraiment tirer au vide le bouteillon. Donc une fois que le tirage au vide du bouteillon est effectué, il faut pas oublier de fermer la vanne quart de tour du flexible sur le bouteillon. Pourquoi? Parce qu'après on va mettre en cale arrière donc la vanne du haut du bouteillon pour pouvoir enlever le flexible. Mais en faisant ça, on libère le flexible qu'il y a en tout cas on libère le passage de l'huile qu'il peut y avoir entre le séparateur d'huile et le bouteillon. Donc il faut absolument que la vanne soit fermée parce que sinon, si le séparateur d'huile, vu que le compresseur numéro 3 tourne, peut réinjecter de l'huile dans le bouteillon. Donc ça, il faut pas oublier de fermer la vanne quart de tour du flexible, la mettre en cale arrière et après on peut enlever le flexible, on est tranquille. Le bouteillon était tiré au vide, même si le séparateur d'huile renvoie un peu d'huile, c'est pas méchant. Et donc après on passe au compresseur numéro 3. Donc le compresseur numéro 3, donc c'est la même procédure que le compresseur numéro 1. Donc là par contre, les 3 compresseurs de la centrale sont arrêtés, donc il faut pas traîner quoi. Lorsque l'on fait le compresseur numéro 3, il faut pas aller boire un café. Une fois que la vidange du compresseur numéro 3 est terminée, et bien remise en service de la centrale. Donc ouverture de toutes les vannes d'isolement des régulateurs de niveau d'huile, l'enclenchement des disjoncteurs des compresseurs s'ils ont été coupés, après faire la recherche de fuite, et donc après le nettoyage de la centrale et enlèvement des déchets. L'huile sera traitée par une société spécialisée. Bien sûr, lorsque les vannes de service sont mises toutes en cale arrière, c'est-à-dire que les prises de pression sont isolées, il faut pas oublier de resserrer les pressé-toupes avant de remettre les bouchons sur les vannes de service. Donc le bouchon de la prise de pression et le gros bouchon autour du carré de service. Voilà, donc après il reste plus qu'à faire la paperasse et à observer, voir si la centrale fonctionne bien. Donc le temps de faire les papiers, nettoyer, bon ça prend au moins une demi-heure, donc ça permet de voir si la centrale tourne correctement. Bien sûr, s'il y a un PC froid, donc une supervision, il faut aller la voir pour voir s'il n'y a pas des défauts, hein, on sait jamais. Alors voilà pour cette vidéo et ce retour d'expérience sur ma première vidange d'une centrale négative, donc avec des compresseurs à piston. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Donc si vous voulez apporter des précisions sur la vidange de ce type de centrale, eh bien vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.